Bienvenue à tous sur Radio Axe Sud, c'est l'heure de retrouver la nouvelle émission de Georges Tussin, La Grande Question. Bonjour à tous et à toutes, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. Merci d'être à l'écoute de ma toute nouvelle émission qui s'intitule La Grande Question. Et le thème d'aujourd'hui est comment parler de la mort aux enfants. Grande question effectivement, comment expliquer la mort donc aux bouts de chou et peut-être même aux adultes. Alors pour tenter de répondre à cette grande question, notre invité d'honneur aujourd'hui est le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes un habitué des studios de Radio Axe Sud. Merci à vous de m'avoir invité surtout. Mais c'est toujours avec grand plaisir. Vous ne vous lassez pas. Ah non, absolument pas. Et les auditeurs non plus, parce qu'on vous réclame, et ils sont nombreux à nous téléphoner dès qu'on fait passer le message que vous êtes sur nos ondes. Voilà, tout simplement. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je pense qu'il est intéressant de vous présenter. Vous êtes médecin anesthésiste et de par votre métier, vous vous êtes intéressé très tôt aux personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Et donc, vos recherches dans ce domaine vous ont amené à écrire plusieurs ouvrages, dans un roman, oui. N'est-ce pas ? Combien de livres au total à l'heure d'aujourd'hui ? Je pense qu'il doit y en avoir une douzaine. Une douzaine de livres ? Mais enfin, les premiers, c'était très confidentiel, c'était des romans, effectivement. Comme vous venez de le préciser à l'instant, c'était des romans. Mais romans qui touchaient quand même un petit peu au paranormal. Ben oui, parce que je voulais y aller sur la pointe des pieds. Il y a un conseil de l'ordre des médecins qui est très vigilant. Qui risquait de tirer les oreilles. Dès qu'on donne des informations contraires aux données actuelles de la science, selon la formule consacrée, on peut être sanctionné lourdement, voire même radié du conseil de l'ordre. Donc je me suis lancé là-dedans, vraiment sur la pointe des pieds, en publiant des romans. Comment dépasser derrière la lumière. On ne doit plus les trouver d'ailleurs, ceux-là, je crois. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs d'aller tout simplement sur votre site, à la recherche de vos ouvrages. Alors je rappelle bien sûr votre site, c'est www.charbonnier.fr. C'est bien ça ? Avec un seul N. Avec un seul N. Précisons. C'est la confusion. Absolument. Donc, si j'ai le plaisir de vous inviter aujourd'hui, c'est pour que vous nous parlez, bien sûr, de votre dernier ouvrage, également. La mort expliquée aux enfants et même aux adultes, aux éditions Guy Trédaniel. Mais dites-moi, avant d'aborder le sujet de votre livre, on va parler un petit peu de vous, je vous rassure. Il n'y a pas de divan de psychanalyste, loin de là, c'est simple curiosité. Qui se cache derrière le docteur Jean-Jacques Charbonnier ? Est-ce le docteur Frankenstein ? Je sais que ça allait vous faire sourire. Est-ce le docteur mystique ? Ou un médecin qui aimerait tenter l'expérience interdite ? Ou tout simplement un médecin de l'âme qui avait tout compris, c'est d'apporter de l'espoir aux gens dans la souffrance. Mais pour revenir justement au docteur Frankenstein, alors là, nous sommes dans le fantasme un peu caché, là. Sincèrement, est-ce que vous auriez aimé être le docteur Frankenstein ? Ah non, absolument pas. D'ailleurs, je me reconnais dans aucun des portraits que vous avez fait là, parce que... Même l'expérience interdite ? Non, non plus. D'ailleurs, on m'a sollicité pour ça, mais je pense que c'est le conseil de l'ordre qui voulait tester ma probité. Quelqu'un qui m'a contacté par mail, me disant voilà, dans ma vie, j'ai fait toutes les expériences possibles, inimaginables, toutes les expériences sexuelles, j'ai fait les voyages partout dans le monde, j'ai fait du saut à l'élastique. Et il y a une chose que j'aimerais faire, c'est une expérience de mort provisoire. Je dispose de gros moyens financiers, je peux mettre à votre disposition tout ce que vous voulez. Je sais que les anesthésistes réanimateurs peuvent arrêter les cœurs et les faire repartir, ce qui est vrai, dans les chirurgies cardiaques on le fait. Et donc, il voulait
me financer pour que je fasse l'expérience interdite avec lui. Bon, j'ai même pas répondu, bien sûr. Mais pour des il y a raisons... un film d'ailleurs qui est sorti il y a quelques années, l'expérience interdite là. Et pour des raisons éthiques, on peut bien sûr pas faire. Bien entendu. Mais c'est un fantasme caché. Hein. Voilà. Oui. Entre guillemets là. Donc, tout simplement. Ni Frankenstein ni l'expérience interdite. Alors un médecin de l'âme. Non, même pas. Je suis un médecin tout à fait ordinaire. Un chercheur. Qui recherche le fonctionnement de la conscience. Oui, ça, je pense que il y a une autre modélisation à proposer actuellement, vu tous ces témoignages d'expériences de mort provisoire qui montrent que notre conscience est beaucoup plus performante lorsque notre cerveau s'arrête de fonctionner. Alors on va reparler dans quelques instants. Tout ça, ça balaye d'un revers de main tous les paradigmes eschatologiques et toute la définition de la conscience et de la mort. Et ça, oui, là-dessus, mes recherches ont été plutôt bien accueillies par le monde médical, puisque j'ai eu le privilège de diriger une thèse de doctorat en médecine. J'en ai dirigé plusieurs sur ce sujet, mais la dernière dirigée, qui a été soutenue au CHU de Reims le 15 décembre, a proposé cette modélisation de la conscience en disant qu'il y a peut-être, pas sûrement, mais peut-être, pour expliquer toutes ces expériences, une conscience extraneuronale intuitive. Donc ça peut paraître un petit peu savant, mais question de vocabulaire, on remplacerait ça par le mot esprit, ça voudrait dire la même chose. Et cette thèse a été quand même couronnée par une mention très honorable et félicitations du jury, donc la mention maximale. Alors ça évolue quand même, côté scientifique. Oui, c'est pour ça que je dis je suis assez satisfait de la façon dont évoluent les choses. Et là, qu'un jury de thèse reconnaisse cette hypothèse, ne serait-ce comme hypothèse, comme bien hypothèse, sûr. bien sûr. Mais c'est tout à fait encourageant pour la suite. Absolument, absolument. Alors, je vais rebondir parce que je suis persuadé que certains auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas encore doivent se dire, mais quel a été le facteur déclenchant qui l'a poussé vers la recherche sur l'immortalité de l'âme, on va dire ça, ou alors une conscience qui perdure après la vie. Oui, c'est un événement particulier que j'ai vécu en SAMU, pas très loin d'ici, puisque nous sommes à Muret et que ça s'est passé à Toulouse, donc à l'époque où je faisais du SAMU. À la fin de mes études de médecine, j'étais ce qu'on pourrait appeler un abruti intégral, quoi. En quelque sorte. Abruti par les études, mais c'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire intoxiqué. On m'a gavé, intoxiqué par la pensée matérialiste, qui prétend que le cerveau est un organe, au même titre que le foie fabrique de la bile, la thyroïde, la glande des hormones thyroïdiennes, et bien le cerveau, on répète ça à longueur d'année, est un organe qui fabrique de la conscience. Voilà. Et donc lorsque ce cerveau s'arrête de fonctionner, il n'y a plus de conscience possible. Voilà. Et moi j'étais dans ce schéma-là. J'étais dans ce schéma où on dit qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est d'ailleurs assez bizarre cette façon. C'était dans le côté cartésien de la médecine traditionnelle. Oui, c'est la médecine, c'est à l'époque. Tout ce qui est scientifique maintenant, c'est la pensée matérialiste qui est dominante, la pensée réductionniste matérialiste. Et c'est d'ailleurs assez bizarre parce que quand j'interroge mes collègues, mes confrères médecins, la majorité d'entre eux ont une religion. Et dans toutes les religions du monde, que ce soit les juifs, les protestants, les catholiques, les bouddhistes, on dit qu'il y a une vie après la mort. Et là, ils mettent leur Oui, mais c'est plus le côté spirituel que le côté purement scientifique. D'accord, mais bon, soit ça existe pas, la vie après la mort. Alors on met sa blouse blanche de médecin, on n'y croit pas, on l'enlève, on y croit. C'est quand même assez schizophrénique comme façon de se comporter dans la vie. Donc moi, j'étais, avant cette expérience, j'étais tout à fait dans ce schéma-là, quoi. J'avais reçu une éducation moyennement catholique, je dirais, et puis on m'avait tellement rabattu les oreilles à longueur d'année que il n'y avait plus rien après la mort. À l'université, on vous dit ça. Hein. Nous sommes des organes, nous sommes un robot biologique, et lorsque ce robot biologique s'éteint, il n'y a plus rien. Voilà. Et on vous apprend ça. D'ailleurs, dans votre livre, vous le faites ressortir, les fondations, le béton. Oui, on met certaines choses dans le béton. Et, et après, c'est trop tard. Hein. Vous pouvez y aller au marteau-piqueur. Hein, on y arrive quelquefois quand même un petit peu. Oui, mais il faut un gros marteau-piqueur. Alors. Voilà. Il faut vivre une NDE ou vivre quelque chose d'exceptionnel comme j'ai vécu moi. Je pense que c'est cette expérience-là en SAMU qui m'a changé.
Donc c'était, je raconte en 2 mots, c'était un accident grave qu'il fallait que je gère. Je me suis retrouvé tout seul à le gérer. 2 cadavres allongés sur le bord de la route recouverts d'un drap blanc, et ce pompier qui me dit docteur, venez, dans cette voiture est resté coincé un jeune. Donc je suis arrivé dans ce trou, je suis passé à travers, et je me suis retrouvé très près de celui qui allait partir. Il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par les tôles. Il fallait rapidement le perfuser, parce que si on ne fait pas ça, il y a des lésions d'écrasement, le cœur étant une pompe, si jamais il n'y a pas suffisamment de liquide, il s'arrête, tout simplement, c'est tout bête. Donc il faut remplir les vaisseaux, le sang qui a été perdu, il faut le remplacer par des perfusions, on appelle ça des macromolécules, des grosses molécules, pour éviter que le cœur s'arrête. Et là, du fait de, mon incompétence, mon émotion, tout un tas de choses. Vous étiez tout jeune médecin à l'époque. Je voulais faire la médecine générale. Je m'étais inscrit là-dedans pour pouvoir faire de l'urgence. Tout était réglé. On avait même envisagé de racheter une clientèle de médecins de campagne. Tout était fait. Et cet accident m'a fait basculer d'un seul coup dans une autre vie. Donc là, je ne suis pas arrivé à le perfuser. Donc il est mort sous mes yeux. Et j'ai vu cette pupille se dilater, j'ai vu cette étincelle de vie qui partait de ce corps. Et surtout, j'ai senti une présence qui partait de ce corps par le haut de son crâne. Et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse. Ça paraît idiot ou absurde de dire ça, parce que c'est difficile de trouver des mots. C'est indicible comme expérience. Mais là, j'ai compris et je me suis dit, mais c'est ça. Il y a peut-être autre chose. On est un esprit dans un corps, et cet esprit s'échappe du corps au moment de la mort, comme Raymond Moody l'avait raconté dans ce livre que j'avais lu, mais que j'avais presque oublié. Et c'est cet événement-là qui m'a fait changer ma vie. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, je ne veux plus être médecin généraliste, je veux étudier la réanimation, je veux devenir anesthésiste réanimateur, ce que j'ai fait, 3 ans d'études de plus, un concours à passer, et pour vous dire à quel point c'était fort comme expérience. Et après, donc, je suis parti... Sur un acte manqué, en fin de compte. Oui, sur quelque chose de traumatisant, qui n'a pas fonctionné. Mon cœur de médecin a été touché par ça, parce que je me suis senti responsable, je me sens toujours responsable de ce décès. Peut-être que si j'avais été plus efficace, j'en sais rien. Peut-être qu'il s'en serait sorti, le jeune. Peut-être. Et peut-être que vous n'auriez peut-être pas eu tout ce cheminement. En tout cas, je n'aurais pas été sur ce chemin. Et apporté beaucoup d'espoir aux gens au travers de vos recherches. Je n'aurais pas été sur ce chemin. Large débat, là aussi. Ouais. Rien n'est un hasard dans la vie. Rien n'est un hasard, mais on a chacun notre libre arbitre. Et, certes. Donc, on doit agir selon sa conscience, selon son cœur. Mais là, avec toute la bonne volonté que j'avais à ce moment-là, et Dieu sait si j'avais envie de mettre cette perfusion, je n'y suis pas arrivé, j'y suis pas arrivé, quoi. Donc... dans ce malheur pour le jeune, moi je pense que vous n'auriez peut-être pas pris le même chemin. C'est sûr, je ne serais pas devant ce micro, devant vous. Absolument. Maintenant, ça c'est sûr. Absolument. J'aurais eu une autre vie que celle-là. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis avec ces petits romans confidentiels, je faisais des salons de livres, des cafés littéraires, et les gens venaient vers moi en me disant, mais c'est formidable, votre héros de roman, là, je l'ai vécu, moi, l'expérienceur. L'expérienceur, c'est les gens qui ont vécu ces expériences-là. Je l'ai vécu, moi. Et les gens venaient, trop contents de trouver un médecin qui s'intéressait à ça, venaient me confier leurs expériences. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, d'année en année, j'ai accumulé autant de témoignages. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces témoignages, quoi ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc c'est pour ça que tout récemment, j'ai proposé cette modélisation, ça date de 4 ans, oui. Modélisation de la conscience, en séparant la conscience analytique de la conscience intuitive. Voilà.
Ben, on vous remercie, ça nous permet de mieux situer, vous connaître, voilà. de mieux vous situer. Et donc, avant de parler maintenant de votre tout dernier ouvrage, on va marquer une pause musicale, mais pas n'importe quelle pause musicale, parce que je vais vous expliquer, on se dit tout, dans ce panel d'invités, nous avons 2 artistes que j'ai le plaisir d'accueillir. Le premier, celui qui est arrivé en premier, donc priorité, c'est mon ami Claude Cédric, qui est chanteur, comédien, producteur. Et bien écoutez, on va se faire un petit plaisir, c'est de se passer un